Je faisais confiance à Lacoste et quelque part je leur fais toujours confiance parce que pour moi il y aura une suite. Par contre, là où je vais donner mon avis personnel, c'est que c'est un manque de professionnalisme qui est grave en termes de communication. Et là où Didotfy était très fort, c'est que c'était un peu comme un Zerion ou un tracker de wallet classique si tu veux, sauf qu'en plus de ça, il te donnait un score de santé. Ils nous disent ça, nouvelle fonctionnalité à partir du 14, etc., etc. 14 septembre, 14h, ICO. On arrive dans la conversation avec eux en mode bonjour, vous nous avez menti, vous vous êtes foutu de notre gueule, c'est soit vous géobloquez la France maintenant, soit vous allez avoir des gros problèmes. 3 minutes après, ils ont géobloqué la France. Cryptomatrix disait, je crois qu'il gagnait quelques milliers d'euros par mois, peut-être 2000 euros par mois. Cryptomatrix a été pendant très longtemps le deuxième plus gros créateur en France. Tu gagnes pas ces montants-là quand t'es le deuxième plus gros créateur en France. Ça, c'est une vérité. Faut arrêter de se leurrer. Bienvenue sur Crypto Coulisses. Cette semaine, j'accueille Maxime Baron, qui est le CEO de H Consulting. Salut Maxime. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Alors avec plaisir. Donc H Consulting, c'est l'agence, on va dire, marketing qui a été créée par Owen, par Asher. C'est ça. Et donc toi, tu es le CEO. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Déjà, il va y avoir l'affaire Lacoste sur laquelle on va revenir. Parce que voilà, Lacoste a fait et sur laquelle on devrait revenir. Et sur laquelle on devrait revenir. C'est une affaire qui a fait pas mal de bruit dans l'écosystème Web3 ces dernières semaines. On va parler aussi d'une ICO cachée que vous avez accompagnée. Vous vous êtes rendu compte le jour J que l'ICO en question lançait une ICO. Ouais, ils nous ont dévoilé cette jolie horreur à ce moment-là. On va parler aussi des influenceurs crypto dans l'écosystème. Je voudrais revenir sur quelques-uns, type Cryptomatrix et Caroline Jurado. Et après, on parlera aussi de... cas vraiment cool que vous avez accompagné un peu avec des anecdotes assez croustillantes. Donc voilà, c'est un peu le programme du jour. Pour commencer, commençons par Lacoste. Commençons par le dur. Ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer déjà bien sûr, ce qu'était la collection Lacoste? Donc ils avaient lancé une collection de NFT et du jour au lendemain, grosso modo, plus de son, plus d'image. Ouais, on parle d'Underwater du coup, la collection NFT qu'ils ont lancée il y a plusieurs années maintenant. On avait été en charge de la stratégie de communication et de l'exécution de communication pour Lacoste pour le premier drop qui avait été fait début 2022 si je me trompe pas, ou mi-2022, quelque chose comme ça. Il y avait eu un deuxième drop avec un drop de PFP, puis une troisième expérience sur laquelle je peux revenir. Et en fait, récemment, pour ceux qui nous écoutent, histoire de remettre un petit peu dans l'actualité, le compte de Underwater, donc pas le compte de Lacoste, mais le compte d'Underwater, donc la collection, a été tout bonnement supprimé de Twitter sans vraiment de sommation préalable. Donc forcément, ça suscite les réactions de tout le monde, ce qui est tout à fait normal à partir du moment où il y a un investissement qui est fait de la part de la communauté. Quand on a, entre guillemets, le point de contact principal pour la communauté qui disparaît du jour au lendemain, tout le monde se pose des questions. Et à juste titre, c'est complètement normal. Donc ça a suscité beaucoup de réactions. Et même le site d'ailleurs était fermé, le site, il n'y a plus de site maintenant. Alors ça, très sincèrement, j'avais pas regardé. Rien que le Twitter, moi, ça me paraissait déjà tellement énorme que j'ai même pas voulu le croire quand on me l'a dit au début, et c'est quelque chose qui m'a énormément emmerdé, on va utiliser les termes qu'il faut. En fait, le truc, c'est que ils avaient cette énergie de lancer quelque chose dans le Web3 avec les bonnes valeurs, avec une confiance qui était marquée à l'époque. Et moi, j'étais fier de travailler avec eux. C'était notre premier client Web2. À l'époque, c'était un peu un pilier pour moi où je me disais, OK, c'est bon, on commence vraiment à travailler avec des grosses boîtes. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais Lacoste était vraiment cette première entreprise-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu cette première collection, cette deuxième collection. Ensuite, courant début mi-2023, on a refait une expérience avec eux où en gros tu devais avoir un NFT pour pouvoir te connecter sur une expérience token gated et ensuite faire des quêtes, être classé dans un leaderboard et ensuite avoir des récompenses en fonction de ta place dans le leaderboard. Tout a été fourni, tout a été fait, la communauté a été récompensée à hauteur de son engagement, tout a été fait correctement. Et ensuite 6 mois après, ou je sais plus exactement don't quote me on this comme on dit, mais voilà, quelques mois après, il y a tout qui disparaît. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait une annonce sur leur Discord, mais qui est une communauté fermée. Ils ont fait une annonce sur leur Discord en expliquant que du coup, ça allait changer. Je peux pas donner plus d'éléments que ça. Et ils se sont maintenus à Discord. En fait, il y a juste eu ça, il y a juste eu cette annonce sur Discord. Et quelques mois après, du jour au lendemain, Twitter qui se ferme. Donc, en fait, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'ils avaient la bonne motivation à la base. Ils avaient les bonnes valeurs à la base. Ils avaient généré une communauté. C'était engagé, ça bougeait sur le Discord. Il y avait toujours des choses qui se passaient. Et du jour au lendemain, ils suppriment. Donc, franchement, sur l'initiative en elle-même, moi, j'ai toujours fait confiance. Enfin, je faisais confiance à Lacoste. Et quelque part, je leur fais toujours confiance parce que pour moi, il y aura une suite.
Par contre, là où je vais donner mon avis personnel, c'est que c'est un manque de professionnalisme qui est grave en termes de communication. Enfin, tu passes pas, tu fais silence radio, tu fais pas ça en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est juste très très mal fait. Donc je cautionne pas du tout ce qui a été fait. Nous, on a voulu avoir des réponses. On en a eu, mais partielles. Et surtout, alors on a eu des réponses sur la suite que je pourrais pas donner ici, mais moi ma demande en fait auprès d'eux, qui est une demande toujours actuelle d'ailleurs, c'est Lacoste, s'il vous plaît, ou en tout cas Underwater, positionnez-vous, prenez position, prenez la parole. Le silence, c'est le pire du truc. Et je trouve ça super dommage parce qu'on est dans un marché de confiance. Ils avaient réussi à créer quelque chose. Tu brises la confiance, il n'y a plus de marché. Et je trouve ça super dommage. C'est vrai que plus communément dans le marché, la crypto, ce type d'action, c'est ce qu'on appelle un rug pull. Le fait de quitter un projet comme ça du jour au lendemain, de donner plus de son ni d'image. Et enfin, moi, ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'ils ne disent pas, tiens, ça pourrait porter atteinte à la marque de façon globale, quoi. Si demain, ils disent en gros, cette communauté, elle n'était pas si importante que ça. Enfin, ça envoie pas un très bon message, une très bonne considération, respect. Ouais, mais malheureusement, alors j'ai aucune réponse là-dessus, mais ma conviction ou théorie personnelle, c'est que oui, ça représente c'est Epsilon, ça représente un échantillon très petit par rapport à la clientèle de Lacoste. Donc en fait, statistiquement, ça se comprend, ça s'entend. Par contre, moralement, pas du tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils auraient juste pu dire, voilà, c'est la fin de cette expérimentation, on reviendra plus tard, et juste communiquer. C'est ça, juste dire, voilà, on a fait 3 phases. 3 phases ont été soit un sold out, soit ça s'est très bien passé, parce que sur la 3e phase, je crois qu'ils voulaient toucher quelque chose comme 10 ou 12 000 personnes sur 3 semaines. On en a ramené 15 000 sur une semaine. Ça s'est super bien passé. Donc le fait de dire, écoutez, voilà, on a fait notre expérience, ça s'est bien passé, wait for us, on revient, ou je sais pas, quelque chose, donner un petit peu de concret. Il serait parti en légende, comme on dit. Mais là, non, c'est juste silence radio, bonjour, clic, delete. C'est super dommage. Ouais. De mémoire, j'ai plus le chiffre exact, mais je pense qu'ils avaient levé à peu près plus d'1 million d'euros, non, avec ça, j'en ai la aucune vente de idée, NFT. Mais par contre, donc on parle de montants quand même assez significatifs, quoi. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est une collection NFT d'une grosse marque, donc j'ai pas les montants, mais de toute façon, tout est on-chain. Donc que je le dise ou pas, on s'en fout, en fait, tout est on-chain, donc ça peut se vérifier. Non, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, vous avez essayé de communiquer avec eux, il n'y a plus de son, plus d'image, le dialogue est rompu. De là à te dire plus de son, plus d'image, non, c'est faux. On a eu des réponses, mais sur notre demande du prenez position, il n'y a pas eu de retour. Donc non, c'est très dommage, surtout que c'était des opérations qui étaient quand même conséquentes, beaucoup de moyens mis de notre côté, beaucoup de confiance de nos partenaires qui ont été alloués à ça, et aujourd'hui on a des partenaires qui forcément font un état des lieux, c'est-à-dire qu'à l'époque on participait à la communication, et aujourd'hui disent les gars, qu'est-ce qui se passe, ce qui est totalement normal, et nous limite on motive ça en fait. Tout ce que je veux et tout ce qu'on veut avec H Consulting et de manière générale l'écosystème, c'est juste des réponses, prenez position, c'est tout ce qu'on demande. Et il y a des collectionneurs, enfin des personnes qui ont des NFT Lacoste qui vous ont contacté justement pour avoir des réponses ou Personnellement, non. H Consulting non plus. Owen a été tagué sur Twitter, normal comme d'habitude en fait, que ça se passe bien ou ça se passe mal. Mais non, pas plus que ça. Ou alors je l'ai raté, mais non. Ok. Non. Et tu penses que demain, si par exemple Owen prenait position, faisait un post sur Lacoste, ça les ferait peut-être bouger parce qu'il y aurait vraiment suffisamment de lumière sur dire. Je saurais pas te dire. Je ne sais pas à quel point, c'est-à-dire que oui, c'est pratique parce que c'est on-chain, donc on peut vérifier les chiffres. Par contre, les chiffres du groupe Lacoste, je les ai pas en tête. Donc de là à te dire ça représente 0,5% ou 12%, je peux pas te dire. Donc en réalité, je ne sais pas. Ok. Bon, on passe maintenant au prochain cas sur lequel vous avez travaillé. Donc c'est un projet qui s'appelle D.fi, donc DE.fi. Donc c'est une ICO cachée, je trouve le concept assez... c'est plus que ça à la base. C'est plus que ça à la base, et c'est d'ailleurs à cause de ce que je vais raconter qu'on s'est fait avoir. D.fi, à la base, c'est un produit qui te permet de vérifier l'état de santé de tes wallets. Donc en gros, tu as un MetaMask, tu as les tokens que tu hold, tes positions de LP, tes positions de lending borrowing. Tu peux se voir sur un MetaMask, un Rabbi, peu importe, mais ça va pas forcément plus loin que ça, surtout que c'était il y a quelques années maintenant, donc Rabbi n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes les alertes, à chaque fois tu signes une TX, etc. Et là où D.fi était très fort, c'est que c'était un peu comme un Zerion, ou un tracker de wallet classique si tu veux, sauf qu'en plus de ça il te donnait un score de santé. Et ça c'était vraiment l'outil qu'ils nous avaient présenté, et quand on a commencé à travailler avec eux, c'était voilà, on veut faire la communication de cet outil là. C'est hyper vertueux, avec grand plaisir. Ça te permet d'assurer la sécurité de tes wallets, ça te permet d'assurer que tu vas pas faire de la merde on-chain. C'est ok, avec plaisir, et donc on a mis des moyens pour ça. Le problème, donc ça c'était en août ou septembre 2022 ou 2023, je sais plus, et on commence les opérations, etc. Ça se passe plutôt bien. Et les mecs nous disent
voilà, alors pour tous les créateurs et les partenaires avec qui vous travaillez, il faut les prévenir que, je sais plus quelle était la date, le 14 septembre ou une connerie du genre, va y avoir un truc de ouf qui se passe. Première question, qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Tu vois, tu commences à être un peu sournois, tu commences à te dire qu'est-ce qui se passe? Et donc ils nous disent ouais, on peut pas tout dire, mais va y avoir des nouvelles fonctionnalités, on va améliorer le produit, etc. Ok, très cool. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet. En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 € et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. L'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas priorisé le on peut pas tout vous dire et on a priorisé le nouvelle fonctionnalité. J'ai encore les screens, j'ai encore la conversation qui n'a pas du tout bougé depuis, d'ailleurs c'est très drôle. Enfin, c'est pas très drôle, mais surtout sur la fin, vous allez comprendre. Ils nous disent ça, nouvelle fonctionnalité à partir du 14, etc., etc. Ok, super. On prépare toutes nos activations, notre calendrier de publication, tous nos partenaires, tout l'invoicing, etc., etc. On déroule toute la chaîne de valeur sur la partie communication. 14 septembre, 14h, ICO. Quoi? Comment ça? Donc, premier réflexe en France, quand même, une ICO, c'est quand même régulé. Donc, ICO, tu es quand même censé avoir prévenu l'autorité des marchés financiers en amont. Tu es quand même censé avoir au moins une réponse de l'autorité des marchés financiers en amont. Ça n'avait absolument pas été fait, bien évidemment. Donc, on voit ça. Première réponse, j'appelle tous les partenaires en leur disant, écoutez, vous retirez le contenu. Vous l'avez fait, vous allez être payé, vous retirez le contenu. On assume la responsabilité. Donc, les médias type, je sais pas, Cryptos, Journal du Coin. Ouais, nos partenaires réguliers. Heureusement, c'était une campagne de communication qui était uniquement sur la France. Et on n'a pas fait ça partout en Europe. Bon, après, on n'avait pas Mickey à l'époque, mais et on l'a toujours pas, mais voilà, ça a limité la casse, entre guillemets. Donc, premier réflexe, on appelle tout le monde, vous retirez tout ce que vous avez fait. Deuxième réflexe, on arrive dans la conversation avec eux en mode bonjour, vous nous avez menti, vous vous êtes foutu de notre gueule, c'est soit vous géobloquez la France maintenant, soit vous allez avoir des gros problèmes. 3 minutes après, ils ont géobloqué la France, et quasiment personne s'est fait avoir. Forcément, il y a quelqu'un qui est tombé dans le panneau. Et c'est horrible à dire. Malgré tous les efforts du monde, on aurait pu faire plus. Tu vois, on aurait pu creuser plus, on aurait pu les passer au détecteur de mensonges si on voulait. Mais on leur faisait confiance. Ils ont abusé de cette confiance, on s'est fait avoir. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu géobloques, les personnes qui utilisent un VPN... oui, en plus, mais tu limites la casse. Et dans tous les cas, tu ne peux pas commencer à dire j'appelle tous les providers de VPN du monde pour qu'ils blacklistent cette adresse-là. Ouais. Mais ouais, ça c'était un des coups durs qu'on a eu. On n'en a pas eu beaucoup, mais celui-là, je pense que c'est celui qui m'a touché le plus personnellement, parce qu'ils se sont vraiment foutus de nous. Ouais, en gros, mais donc, pour rappel des faits, vous, est-ce que juridiquement parlant, vous auriez pu être impliqué? Est-ce que vous auriez fait la politique? Légalement non, moralement oui. Okay. C'est-à-dire qu'on est une agence, on est basé à Luxembourg, on n'est pas basé en France. Donc déjà, rien que le fait qu'on soit une agence, la responsabilité n'est pas à l'agence tant qu'on n'a pas des talents exclusifs. Et pour le coup, notre responsabilité légale n'était pas vraiment engagée. Mais c'est pas une question de légalité, c'est une question de morale. À partir du moment où tu nous dis A, tu fais B, ça va commencer à être chiant. Donc là, la responsabilité était vraiment morale. Et on l'a pris personnellement et tout le monde a réagi au quart de tour et c'est normal en fait, normal. Genre tu fais une ICO, tu préviens pas l'AMF, tu préviens personne, tout le monde en parle sans connaissance de cause, fiasco monstrueux. Donc forcément moi j'ai dû prendre position publiquement, mais c'est normal. Et encore une fois, sur les peut-être 250 ou 275 campagnes qu'on a fait en 5 ans, je touche du bois, on n'a pas eu beaucoup de problèmes quand même. Celui-là a été le plus gros. Ok. Pour revenir sur cette ICO, du coup, en gros, juste, ça aurait été trop plus contraignant pour eux. Ils n'avaient juste pas envie de se prendre la tête à régulariser tout ça. Ils se sont dit, tiens. Ouais, et puis surtout, ils savaient très bien que les créateurs et les partenaires allaient être sceptiques. Ils le savaient. Alors, ça, c'est une spéculation de ma part, je vais être honnête. C'est pas quelque chose qu'ils nous ont dit, mais il y a eu un feeling que Hugo de chez nous m'avait transmis. Il m'avait dit, c'est quand même bizarre qu'ils demandent des trucs aussi précis tout le temps. C'est quand même super chelou. Et comme je leur faisais confiance à l'époque, je m'étais dit qu'ils voulaient juste s'assurer que le contenu était carré et que ça se comprenait en fait. Mais tu vois, rétrospectivement, non, ils voulaient juste s'assurer que le discours était millimétré parce qu'ils voulaient pas commencer à ce que ils voulaient pas que les créateurs commencent à se poser des questions. Et donc après, plus de son, plus d'image, quand vous avez bloqué la France, vous avez eu quand même des contacts pour essayer de comprendre où ils ont on a creusé. On a creusé, on les a fait chier quand même. Ils ont répondu. C'est juste que voilà, désolé, on n'a pas fait attention.
D'accord. Super les gars. Super. Enfin, genre, on n'est pas en 2016. Ouais. Il y a déjà plein de personnes qui ont fait des bêtises. On a un framework régulatoire, vous le respectez. Vous faites pas, pardon, on l'a pas fait exprès. Bah oui, non, ça marche pas comme ça. En fait. Parce qu'ils connaissaient pas le framework régulatoire ou simplement Je sais pas s'ils connaissaient pas ou s'ils ont fait exprès de pas connaître, tu vois. J'en sais rien et je le saurai jamais. L'histoire le dit pas, mais peu importe, en fait, c'est ton devoir. Ouais, complètement. Quand ça fait 5 ans, en plus ça fait 3-4 ans ou 5 ans qu'ils étaient sur l'entreprise. Donc ça faisait, ils ont misé tellement sur ce lancement et ils se sont fait détruire. Et il y avait plein d'autres pratiques qui étaient super mauvaises. Ils avaient lancé plein de posts sur Twitter pour le lancement, tu sais, le grand reveal des nouvelles fonctionnalités, à savoir l'ICO caché à la con. Je sais pas si on bip les termes, on bip pas les termes. Donc là, ici, au caché à la con, ils avaient mis plein de trucs sur Twitter, ils ont désactivé les réponses. Ouais, ok. Tu désactives les réponses quand tu pirates un compte Twitter, pas quand tu lances quelque chose. Ouais, c'est clair. Ça, c'était un red flag en plus. Enfin, en fait, il n'y a rien qu'à aller. C'est-à-dire que tout est passé de « Ok, c'est un logiciel, enfin c'est une DApp sur laquelle tu te connectes et qui te donne un bon score, enfin qui te donne un score sur la santé de ton wallet, à n'importe quoi et un fiasco total. Et ils en ont péri énormément. Aujourd'hui, si quelqu'un va sur le site web, je recommande d'aller sur l'outil pour le tester. Je ne recommande pas d'acheter le jeton. Je regarde la caméra en disant ça, c'est important. La première chose que tu vois quand tu arrives sur le site, c'est waouh, on a un token. Les gars, s'il vous plaît, à d'autres. Tu vois. Yes. Bon, voilà. Ouais, puis non, l'excuse, on savait pas, je pense qu'elle marche pas, sinon il vous l'aurait dit en amont pour préparer l'ICO. Donc on est d'accord. Yes. Parlons d'un autre sujet maintenant, c'est ce qu'on appelle les crypto-influenceurs. C'est vrai que c'est un monde, l'écosystème crypto, où c'est un peu le meilleur et le pire des deux mondes, finalement. C'est pas beaucoup régulé. C'est pas beaucoup régulé, et c'est vrai que ça l'est déjà plus qu'avant. Il y a une loi influenceur maintenant, mais il y a quand même encore quelques dérives. Et ça peut arriver qu'il y ait des influenceurs finalement qui vont ce qu'on appelle chiller des projets, c'est-à-dire en parler sans dire voilà, j'ai été rémunéré pour le faire. Je pense à deux influenceurs. Alors, la première, c'est Caroline Jurado. Alors je sais pas si elle a été rémunérée, ceci n'est pas de la diffamation, mais quand même. Elle a une newsletter avec des dizaines de milliers d'abonnés. Ouais, c'est une des plus grosses, c'est la deuxième plus grosse en France, je crois. Deuxième plus grosse newsletter en France. Et c'est marrant, ce matin, il y avait un post LinkedIn de Jonathan Erskovici, tu vois, qui disait mais c'est un peu n'importe quoi. Et je suis complètement d'accord avec lui, c'est-à-dire de dire voilà, si vous avez mis 500 € au début de mois, maintenant vous auriez 10 000 € en mode si vous avez mis 100 € sur tel crypto, 100 € sur tel crypto, etc. C'était ce matin, ça ? Ouais. Je ne sais pas si la newsletter était ce matin, mais le post, oui. Et c'est vrai que ça interroge pas mal sur à quel moment tu respectes aussi tes devoirs en tant que moralement et même juridiquement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de devoirs, entre guillemets. Là, c'est vraiment des promesses, entre guillemets, d'investissement. Tu ne peux pas faire ça. Surtout les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, exactement. Non, ça marche pas. Ça fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. Clairement, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Et puis, la règle d'or dans un marché comme ça, il y en a plusieurs. C'est vous ne dépensez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et globalement, faites attention à vous, faites pas n'importe quoi. Donc, non, bien évidemment, ça fait partie des règles. Mais Caroline n'est pas du tout la seule à avoir fait cette erreur-là. Et encore une fois, ça peut arriver. Là, je sais pas si c'est une récidive ou pas. Je crois que c'est un peu plus problématique, mais c'est pas la seule, que ce soit en France ou à l'étranger. On travaille avec beaucoup de créateurs et de médias et de partenaires et de podcasts différents. Ils ont quasiment tous fait l'erreur une fois ou deux, quoi. Mais non, en fait, c'est juste de la jugeote. Faut pas faire ce genre de choses parce que c'est normal et puis tu te mets dans la... Enfin, c'est même pas que toi personnellement t'es à risque, c'est toute ton audience que tu mets à risque parce que forcément, oui, Gary, si t'avais acheté du Bitcoin à 12 $, bah tu serais multimilliardaire aujourd'hui. Pourquoi tu l'as pas fait ? Voilà, fallait y penser. Donc non, en fait, c'est dommage, je trouve, d'utiliser une audience et de mettre en péril sa réputation pour des choses comme ça. Par contre, voilà, il y a d'autres choses sur laquelle Caroline éduque, et ça, on a besoin de personnes comme ça dans l'écosystème, parce que sinon, c'est pas toujours facile de comprendre des discussions entre deux personnes qui passent 8 heures par jour sur Twitter, qui font des swaps sur Fantôme et qui passent plus de temps avec des screeners qu'avec leur femme, quoi. Donc il y a besoin aussi de personnes qui vulgarisent tout ça. Mais il y a une différence entre comment tu ce que tu vulgarises et la manière avec laquelle tu le fais. Et sur la manière, il y a des choses à remettre en question pour certaines personnes. Je pars du principe que quand tu fais vraiment de l'argent sur le dos de ta communauté, je pense aussi à des influenceurs qui vont ce qu'on appelle chiller des projets, sans dire à leur communauté j'ai été payé pour faire ça.
c'est plus que limite, d'ailleurs, c'est répréhensible d'un point de vue Oui, c'est clair. Et je pense à aussi, tu vois, il y avait Cryptomatrix à l'époque, ça a fait du bruit cette affaire-là. Donc Cryptomatrix disait, je crois qu'il gagnait quelques milliers d'euros par mois, peut-être 2000 euros par mois. Et il y avait Darkemy, je crois, qui avait fuité une de ses adresses on-chain, qui montrait que non, il était beaucoup plus que ça. Je vais être honnête avec toi, j'ai suivi l'affaire forcément parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille, hein, je vais pas mentir. Après, sur les détails précis, j'ai pas tout en tête. Certains disent que l'adresse c'était que la sienne. D'autres disent que l'adresse c'était plusieurs personnes. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? J'ai envie de te dire, c'est pas le problème. Le fait de dire que c'est que un petit montant alors que tout le monde sait très bien que c'est ce Cryptomatrix a été pendant très longtemps le deuxième plus gros créateur en France. Tu gagnes pas ces montants-là quand tu es le deuxième plus gros créateur en France. Ça, c'est une vérité. Il faut arrêter de se leurrer. Donc ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième problème, c'est le problème de fond d'honnêteté, en fait. C'est toujours la même chose. Et nous, c'est quelque chose avec lequel on a toujours essayé d'être le plus droit possible. Et je peux donner un exemple juste après sur un produit un peu particulier pour lequel on est en train de faire du marketing actuellement d'ailleurs. C'est toujours très compliqué de revenir sur ce qui a été fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été faites. Moi, je lui avais dit en plus que c'était des erreurs et que ça allait lui péter à la gueule un jour. Voilà, c'était évident en fait. Donc non, il faut toujours être hyper honnête sur ce qu'on fait, la manière avec laquelle on est rémunéré. Et en plus de ça, manque de peau, on est quand même dans on est quand même dans le pays où on a le plus de restrictions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a l'AMF qui veille, la RPP qui veille aussi bien évidemment à toutes ces choses-là. Donc non, il y a des pratiques, que ce soit pour de la crypto, que ce soit pour des formations, que ce soit pour du trading, peu importe, parce que ça va aussi bien au-delà de la sphère crypto. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a la loi sur l'influence, qui est une bonne chose à mon sens. Donc voilà, il faut juste faire attention. Encore une fois, c'est toujours une manière de dire, vous pouvez présenter ce que vous voulez, juste soyez franc, quoi, soyez transparent sur ce que vous faites. Votre communauté va vous remercier en plus. C'est bénéfique pour tout le monde. Donc non, c'est vertueux pour tout le monde. Mais après, voilà, il y en a qui tombent dans les dérives, clairement. D'ailleurs, si demain vous êtes amené à bosser avec une boîte, et qui finalement cette boîte-là s'avère être un scam où il y a des casseroles, je sais pas, si on prend à l'époque, tu vois, si vous aviez bossé avec FTX, ça aurait été quoi l'impact sur votre activité derrière Bah, encore une fois, en tant qu'agence, tu as relativement peu de responsabilité, mais sur ta responsabilité morale, tu prends très cher. Parce qu'après FTX, personne ne pouvait prévoir non plus ce qui allait se passer. Ah non, c'est sûr. Et puis moi, j'étais le dernier. Très sincèrement. Et puis même, je vais même te dire, FTX, on est allé loin dans les discussions avec eux. Mais non, FTX, c'est particulier. Je me souviens même d'une conversation que j'avais eue avec un de nos créateurs en lui disant, mais Alameda Research, ils sont pas insolvables. Et 2 semaines après, j'ai jamais eu aussi tort de ma vie. Mais tout le monde s'est fait avoir en fait par ce truc-là. Donc il y a des énormes créateurs aux États-Unis qui étaient très, enfin même pas forcément. Il y a eu des créateurs, il y a eu des sportifs de haut niveau. Il y a même eu une arène qui a été appelée, je crois, c'est le club de FTX Arena, un truc comme ça. Donc tout allait bien pour tout le monde en fait. Donc non, forcément. Et comme ils ont voulu se lancer en France, on a été parmi les premiers points de contact. Donc non, on est allé loin dans les discussions avec FTX, hein, je vais pas mentir. Mais ils ont pété avant qu'on fasse quoi que ce soit. Donc non, pour le coup, là on a eu de la chance. Mais c'est comme tous les gros qui se lancent en France, on est dans les discussions. Comme aujourd'hui, on est en discussion avec Binance, avec Coinbase, avec OKEx. Tous ceux qui sont en France régulés. Bon, à l'époque, c'était un peu moins, voilà. Mais FTX était venu nous voir, clairement. Et même pour la petite anecdote. L'avant-veille de la chute, donc l'avant-veille de l'histoire, CZ qui tweet oui, je vais racheter la dette, etc. 48 heures avant ça, j'ai déjeuné avec un des responsables d'FTX à Lisbonne pendant Solana Breakpoint. 2 jours après, il n'avait plus de travail. Et ça te montre en fait l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que tout était tellement parfait autour d'eux, sauf Sam Altman qui avait des comportements un peu bizarres, parce que rouler en Toyota Prius quand t'es milliardaire, bon, ça va. Il a déjà anticipé ce qui allait se passer. Oui, limite. À d'autres, il y avait quelques red flags quand même, mais personne ne les voyait. Et puis c'était 2021, pique euphorie, tout allait bien. C'était un peu compliqué, quoi. Yes. Ouais, donc il y a un peu une part de chance aussi, malheureusement. Là, il y a eu une part de chance, je vais pas le nier, clairement. Il y a eu une part de chance, mais ce qui a mis beaucoup de temps aussi à être réglé, c'est notre partie due deal. Notre partie due deal, ça a peut-être pris, je dis peut-être pas la moitié, mais au moins 1/3 du temps. Parce que même avec ces acteurs-là, on doit faire attention.
La question que je me posais aussi, c'est est-ce que Owen, donc Asher, intervient sur l'activité au quotidien de H Consulting, ou c'est plus il va vous ramener du business selon ses connexions Oui, forcément. Forcément, il y a de ça et c'est majoritairement, enfin, son implication est majoritairement comme ça. Ouais. Opérationnellement, pas du tout. Okay. Opérationnellement, tu sais, c'est un groupe de plusieurs entreprises. Ouais, bien sûr. Avec Descoin, Meria. Ouais, c'est ça. Descoin, Meria. Donc Descoin qui est géré par Robin, Meria qui est géré par Owen, Thibault, Laurent qui sont les têtes aussi. Ensuite Vivoca qui est géré par William, du coup le frère d'Owen. Moi, je m'occupe d'H Consulting pour le coup. Owen n'est pas du tout opérationnel sur H Consulting ou relativement peu. Par contre, ouais, forcément. On s'appelle H Consulting pour une raison. Oui. Donc oui, c'est logique qu'on ait des connexions très très fortes. Ouais. Et du coup, pour le coup, il y a certains clients qui viennent de lui. Nous, on le place en tant que créateur sur certaines campagnes. Okay. C'est très rare, c'est 3-4 fois par an, mais parce qu'on fait très attention, mais ça arrive. Donc oui, forcément, il y a une relation mutuelle qui est très très forte, mais opérationnellement, non, il est vraiment complètement focus sur Meria en ce moment. Okay. Dernier point, ça fait une petite pensée pour toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Ça fait 7 mois qu'on est dans un range à la con. On va bientôt sortir. Ouais. Ça va bien se passer. Peut-être d'ici la publication de cette vidéo, on ne sait pas. Peut-être, bah oui, peut-être. Hein. Moi, ce serait avec plaisir qu'on parte à la hausse. Si on part à la baisse, bah on attendra. C'est pas grave, c'est pas le premier cycle, c'est pas le dernier. Yes. Donc non, même s'il y a beaucoup de choses à faire autour des autour de conneries on-chain en ce moment, ça peut être rigolo 2 minutes, mais c'est pas vraiment ça ce qu'on cherche. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, pardon. Donc non, ça va continuer à se développer. Et pour reprendre ce que disait Sizi il y a quelques mois, la blockchain, enfin, si on compare la blockchain à Internet, aujourd'hui, on en est à l'état de la disquette. Il y a énormément de choses à faire encore. Ouais. On est au tout début d'un marché qui va prendre une taille absolument colossale. La tokenisation, ça va être moi, j'y ai cru dès le début avec la tokenisation d'or, en fait, si tu veux. Mais aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui est tokenisé, des Swarm Finance, tout ce qui est usual, tous les projets qu'il y a dans Ondo, etc., ça va prendre une taille colossale. Ouais, tout va être tokenisé. Ouais. Ton passeport, il va être tokenisé aussi. Tout. Donc tout va être tokenisé. Bon, après, voilà, est-ce que c'est bien, pas bien, ça c'est autre chose. CBDC, c'est un autre débat, on pourrait l'avoir à côté. Mais c'est une industrie qui va être absolument phénoménale. Donc s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent est-ce que je dois passer le pas ? Oui. Pas le faire bêtement. Enfin, ce sera toujours le bon moment. Oui, il sera toujours. Peut-être dans 10 ans, ce sera moins le bon moment, ouais. mais il faut le faire proprement. Faut s'éduquer. Il faut passer du temps à apprendre. Ouais. En écoutant des podcasts comme le tien, en se formant. Il y a des écoles spécialisées pour ça aujourd'hui. Il y a des diplômes en ligne. Mais ouais, il faut y aller. Parce que, même pour être honnête avec toi, on recrute pas mal en ce moment. Aujourd'hui, on est une petite équipe, ouais. Mais on recrute beaucoup parce qu'on a justement des produits qui fonctionnent très bien. C'est dur de trouver des bons profils. Qui sont éduqués, formés à la blockchain. Qui sont éduqués, qui sont à minima bilingues, qui connaissent le métier qu'on est en train de développer. C'est difficile. C'est vraiment difficile de trouver des mecs. Bon, on est aussi hyper exigeant, je vais pas te cacher, mais c'est difficile. Donc, venez. Ok. C'est un super marché. Merci beaucoup Maxime. Avec plaisir. Ce sera le mot de la fin. Yes. Merci pour tout. Avec plaisir.